1, 2. Bonjour à vous tous et bienvenue aujourd'hui pour cette inauguration de la Mêlée numérique. Je suis vraiment très heureux d'être aujourd'hui pour ce lancement de la semaine de la Mêlée numérique ici à Toulouse, parce que je pense que cela incarne les nombreuses numériques qui traversent les défis, mais également les opportunités qui sont ceux du numérique. Et d'ailleurs, on le voit à travers les différentes thématiques des journées qui vont se succéder cette semaine, du lundi au vendredi de mémoire, avec les différentes réalités de ce numérique, qui en fait incarnent bien à travers les thématiques que nous voyons se succéder, les tensions, les opportunités, les risques, la transformation totale, la transition que représente le numérique dans notre société. On bute toujours sur cette question des médiateurs numériques, parce qu'on n'a pas assez de gens pour former les gens. C'est pour ça que nous avons décidé, au cœur du plan de relance, de déployer 250 millions d'euros dans les 2 ans pour que plusieurs milliers de médiateurs numériques aillent partout en France. Et là encore, je suis d'accord avec vous, Madame la Vice-Présidente, c'est pas à nous de vous dire comment on veut le faire. Et donc, on doit travailler ensemble pour faire en sorte que l'Occitanie, l'agglomération de Toulouse, le département de la Haute-Garonne, puisse accueillir un maximum de ces médiateurs. Que l'État finance, que l'État aide à financer, et qu'ils soient déployés par les collectivités, parce que dans cette question de l'inclusion numérique et d'accompagner en proximité des personnes âgées comme des jeunes, on oublie trop souvent que les jeunes aussi sont concernés par ces difficultés numériques. Eh bien, ce sont les collectivités territoriales, particulièrement les mairies, les EPCI ou les départements à travers le travail social, qui sont en capacité d'accompagner les Françaises et les Français pour faire en sorte qu'on ne les laisse pas de côté dans cette grande transformation. Merci beaucoup. Je vais éviter effectivement le tunnel. Déjà, quand on parle d'inclusion numérique, il y a quelque chose qui saute aux yeux même ce matin. Pardonnez-moi de le dire un peu aussi abruptement, mais je suis, et je le regrette, la seule femme sur cette tribune, dans cet atelier. J'ai eu le plaisir de me substituer à une autre femme, qui est Nadia Bakiri, ici présente, présidente de la commission égalité femmes-hommes à la région. Pleine promotion en France qui existe de cette nature, et la présence de Nadia, la mienne, doivent témoigner de la nécessité de faire de cette question d'égalité entre les femmes et les hommes un sujet transversal. Et le numérique étant lui-même un sujet transversal, il est en tout cas regrettable que la place des femmes dans ce secteur soit si faible. Vous savez que d'un point de vue professionnel, elle représente moins de 20% des actrices de la filière, et pourtant, sur le plan associatif, et je le vois y compris dans celles qui opèrent au quotidien la mêlée et qui l'anime, vous le voyez dans les techniciens, je dis bien technique, au féminin, ça peut, je vous assure, se conjuguer de manière très aisée, il y a des femmes. Je vois donc que nous avons une puissance publique, et tous ensemble, entreprises, acteurs universitaires, acteurs du monde de la recherche, un effort singulier à faire à cette destination. Quand la région se dote d'un outil d'égalité des chances, d'accès égal à la technologie, et quand on dote nos élèves de seconde, les élèves d'apprentis d'ordinateurs portables, qui peuvent être aussi des tablettes tactiles, nous faisons en sorte que l'outil soit à disposition de tous et de toutes. Pourquoi je dis ça? Parce que même en 2020, dans les familles, y compris dans des situations précaires, il est parfois vécu comme normal que ce soit le garçon qui joue un peu plus à la console, qui ceci, qui cela, qui dispose en premier de son ordinateur personnel. Et c'est déjà un premier signal qu'on envoie et qui atteste des stéréotypes, d'un certain nombre de préjugés. J'ai été extrêmement heureuse quand l'année que vous avez empruntée pour arriver dans cette salle aujourd'hui et a été baptisée l'année Mathilda. C'est l'effet Mathilda, c'est la manière dont les femmes sont exclues ou tenues à l'écart des mémoires scientifiques, des traditions scientifiques, des poussées scientifiques. Et je crois que de le dire, ça doit nous permettre de se rendre compte qu'en 2020, ce n'est plus acceptable. L'inclusion, ça commence déjà à faire en sorte que 1 personne sur 2, des femmes, puissent être dans le secteur numérique. On évoque et on pense instinctivement à la question territoriale, la question de la capacité, en fonction de son territoire, à être connecté. Ça, c'est une de nos missions en tant que chef de file du
du syndicat Haute-Garonne numérique en partenariat avec d'autres institutions telles que la région, c'est-à-dire lutter contre cette fracture. Suivant que vous soyez urbain, suivant que vous soyez dans le rural, avec une plus mauvaise connexion, avec moins de moyens, eh bien, vous n'avez pas vécu le même confinement que ceux qui sont venus. Alors, avant peut-être de parler du Sicoval, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis quelques jours, j'ai l'honneur de présider l'association des maires de Haute-Garonne. Et je voulais rebondir sur ce que disait Nadia. En Haute-Garonne, un maire sur 5, deux maires sur 5. Nous avons là aussi d'énormes progrès à faire en matière évidemment de démocratie locale. Et par contre, là où nous trouvons effectivement auprès des femmes des ressources inestimables, c'est sur la question de l'action sociale. Et vous savez combien, au travers du numérique, cette question de l'action sociale est précieuse et fait l'objet même d'ailleurs du projet du Sicoval. Sur le Sicoval, l'idée même qu'il y ait une personne éloignée du numérique, en détresse, voire même qui culpabilise parce qu'elle ne sait pas, nous est insupportable. C'est ce qui a prévalu d'ailleurs au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, le Sicoval étant un territoire avec un très fort écosystème sur le numérique, des objets connectés. Nous venons de créer un regroupement donc, dans une ancienne crèche, que nous appelons la crèche, d'entreprises et de start-up axées sur les usages, au-delà bien évidemment du hard. La question aujourd'hui est bien celle d'aller toucher toutes celles et ceux qui, isolés, se sentent exclus par le fait même qu'ils n'ont pas cette capacité, au-delà de la possibilité, au-delà éventuellement des moyens, cette capacité à pouvoir communiquer avec les autres au travers des outils numériques. Cette idée-là nous est insupportable, ce qui a prévalu finalement à l'engagement du Sicoval sur la lutte contre l'électronisme, là où souvent les territoires, il y a bien des années, s'attachaient à supprimer l'illettrisme. Nous en sommes finalement à une nouvelle ère en la matière. Tout le monde doit se mobiliser. Il est bien évident que pour cela, il faut une réelle organisation locale. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Cette organisation, nous ne l'avons pas aujourd'hui, on doit être clair. Par contre, il y a l'urgence. Et donc, il nous faut absolument avancer en commun, ensemble, pour trouver dans le contexte local le dispositif le plus opérationnel, y compris dans le cadre d'un partenariat public-privé, vous l'avez évoqué. C'est là aussi sans doute un saut culturel, notamment pour les collectivités locales, à franchir. Alors évidemment, les questions numériques ont toujours été des priorités, même si on ne l'a pas toujours dit, de la métropole toulousaine. D'abord, on est au plus près du citoyen, donc on a travaillé à Toulouse, on fait pas d'enregistrement de la mairie de quartier. Donc 19 mairies de quartier, donc chaque mairie de quartier, il y a des dispositifs, des ordinateurs, d'accueil et aussi de formation pour les étudiants qui veulent avoir accès au numérique et n'ont pas forcément un ordinateur chez eux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, on a toujours travaillé dans le sens de favoriser les tiers-lieux sur le territoire métropolitain parce qu'on pense que ce sont des endroits aussi où on peut avoir accès au numérique, où on peut avoir des conseils et on s'appuie sur ces tiers-lieux est à mon avis un axe stratégique très important. Alors il y en a beaucoup à Toulouse, dans le centre-ville et aussi dans le périphérique. Et notre politique que l'on a menée pendant 6 ans, ça a été effectivement de développer, d'aider au développement de ces tiers-lieux, de ces différents tiers-lieux. Cette question est complexe parce qu'elle fait intervenir des besoins de solutions dans tous les domaines. Donc nous, la priorité, j'ai envie de dire qu'on n'a pas mise sur ce sujet. J'ai envie de rappeler qu'on est un acteur de ce domaine-là depuis de très nombreuses années. On a des actions de tous les territoires, de tous les acteurs de la territoriale. On le fait dorénavant en France
en Espagne, en Italie, en Belgique, au Québec. Donc on commence à avoir une vision un peu globalisante de cette question-là. Donc nos priorités, répondre aux besoins de tous nos clients, c'est la réponse bateau que tout industriel ferait. Moi j'ai envie de dire surtout, ce qu'on peut voir là, c'est l'illustration de ce qu'on a tous connu. C'est que j'ai envie de rappeler qu'on est majoritairement tous des autodidactes du numérique. Et je crois qu'on est face à la conséquence de cela. C'est-à-dire qu'on a grandi, nous, avec le numérique. Moi, j'ai grandi avec le numérique. J'ai eu un clavier dans les mains, j'avais 10 ans. Donc ça fait 43 ans que j'ai un clavier dans les mains. Un clavier sous toutes ses formes, hein, je peux faire passer les détails. On a simplement oublié que c'était un outil qui se généralisait, qu'il avait besoin de professionnalisme, de formalisme et de gestion. Il fallait gérer l'outil, et pas simplement gérer les outils qu'on mettait entre les mains des gens. On a oublié une catégorie, j'ai envie de la mentionner, parce que c'est celle qui nous concerne beaucoup. Il y en a beaucoup qu'on a oublié. Mais n'oublions pas tous les salariés, qu'ils soient publics ou privés, qui sont face à la difficulté devant l'outil numérique, parce qu'on a l'air de croire qu'ils travaillent, alors c'est évident, mais non, pas du tout. Je crois que les chiffres, c'est 5 ou 6 millions de salariés qui ont des difficultés face au numérique, qui n'en parlent pas évidemment. C'est difficile de dire à son patron, qu'il soit privé ou public, ben, je m'en sors pas, je ne sais pas faire, formez-moi. Moi j'ai envie de te dire que si j'avais une priorité à titre personnel, c'est celle de la formation sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Et là on retrouve le pilier central qu'il faudrait qu'on remette au milieu de tous les villages, c'est la formation, l'école, l'apprentissage. Voilà. C'est un peu ça, ça c'est la partie personnelle. Le plus gros défi aujourd'hui de l'éducation numérique, c'est cette question du formateur et c'est cette question de l'accompagnement humain. Mais c'est aussi, et concomitamment, la question de la structuration du filière. Avec la nécessité de faire travailler ensemble non seulement différents niveaux de connectivité pour structurer une filière, mais également différentes réalités, que ce soit les acteurs historiques de l'éducation numérique, les nouveaux acteurs qui peuvent parfois être des entreprises, les collectivités territoriales, l'État, les opérateurs et les institutions comme la Caisse de l'éducation familiale, l'emploi, etc. Les grandes entreprises qui connaissent ces difficultés. C'est de coordonner cette politique partout sur le terrain pour faire en sorte qu'on arrive à structurer cette filière pour revenir sur un élément qui était évoqué tout à l'heure. Parce que moi j'ai travaillé dans une grande entreprise de l'aéronautique. Oui, pour des compagnons de 30 ans de métier, la transition numérique avec l'arrivée des outils numériques dans l'atelier, c'est quelque chose. Et pour terminer sur ça, non seulement c'est compliqué parce qu'il faut coordonner ces différents niveaux, mais aussi, et là on fait le lien avec l'humain, je pense qu'on a beaucoup pensé en termes de lieux. La question maintenant, vous évoquez les secrétaires numériques, c'est de projeter cette politique publique en dehors des lieux. Les lieux sont indispensables parce qu'ils structurent des territoires, ils structurent des actions politiques. On a besoin de les projeter en dehors de ces lieux-là, chez les secrétaires numériques, chez les travailleurs sociaux, avec des réalités, là aussi, humaines et organisationnelles qui ne sont pas les mêmes et qui doivent apprendre à s'articuler autour d'une politique qu'il s'agit de penser de manière globale. J'ai quand même envie aussi de rappeler qu'on a, nous, déjà, les acteurs du numérique, du mal à trouver des compétences. Ça veut dire que si on remet la cascade de tout ça, nous, les acteurs du numérique, qui fabriquons le numérique, on a déjà d'énormes problèmes de compétences. Et Dieu sait que les écoles, les universités, tout le monde s'y est mis, et on voit bien que le flux n'arrive déjà pas à nous alimenter nous. On va manquer de compétences. Ça me permet juste d'insister sur le fait qu'on ne peut plus continuer à se passer de la moitié de l'humanité. C'est l'autre moitié de l'humanité. C'est-à-dire que les femmes, j'ai envie de leur dire, rejoignez-nous, mais de toute urgence. Une moitié de l'humanité qui n'est pas en mouvement, bah, ça ne nous permettra pas de faire face à tous nos problèmes. Oui, pour apporter aussi peut-être notre angle de répondre à votre question, donc sur la commune dont je suis issu, avec Yves, dans le cadre du projet développé par le Sicoval, nous nous sommes posé la question d'un tiers-lieu. Dans le cadre d'un réseau aussi de moyens itinérants sur le territoire du Sicoval. Et ce tiers-lieu, plutôt que de l'avoir voulu espace de coworking, nous l'avons voulu espace de vie sociale. En partant du principe qu'il fallait sans doute présenter le
numérique, son usage, avec un contre-pied, justement, pour éviter la question du blocage, sous un angle plus convivial, le numérique plaisir, le numérique innovant, avec un Fab Lab, le numérique sans doute créant du lien, du débat, de la citoyenneté. Et d'ailleurs, ce tiers-lieu, très certainement, deviendra la maison des citoyens, au sens peut-être même de la question de l'identité numérique et de la citoyenneté. Je pense que, après avoir réalisé une expérience d'ailleurs sur les écoles de la commune en termes d'éducation à la citoyenneté numérique grâce au jeu, avec l'appui d'ailleurs de start-up de notre territoire, Freda Games, accompagné par une association nationale en matière d'éducation, nous avons compris qu'il fallait sans doute apporter des côtés positifs auprès des personnes. Ce serait sans doute d'ailleurs la clé du succès. En 40 ans, on a vu comment le numérique s'est transformé. On a vu ce que ça a fait. Et on a vu comment ça a transformé la totalité de nos sociétés, nos modes de vie, nos manières d'échanger, d'apprendre, etc. N'oublions jamais que nous sommes les inadaptés du numérique de demain. Nous. C'est-à-dire qu'on est déjà les premiers candidats à ce qu'on va mettre en place aujourd'hui pour que demain, on s'occupe de nous. Donc j'ai envie de dire, ne confondons pas la dématérialisation du processus, qui est à mon avis un bien, on l'a vu, puisqu'on vient de le dire. D'abord au passage, saluons la résistance de nos infrastructures. Nous venons de traverser 2 mois et demi à 3 mois de confinement. Toutes nos infrastructures ont tenu le choc, et bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais ne dématérialisons pas les humains qui sont humains. On n'est pas les optés. Donc gardons les humains, mais continuons la dématérialisation du processus. C'est-à-dire que l'humain est notre priorité. Donc c'est l'objet de l'outil qu'est le numérique. La deuxième chose, c'est de dire que le numérique, malgré les idées qu'on a pu s'en faire, ou promouvoir, doit s'accompagner d'immenses proximités. Et ça ne doit pas autoriser à s'éloigner parce que ça peut permettre de garder du lien. Cette vision du numérique va à l'encontre de la réalité d'exigence qu'on doit avoir vis-à-vis de cet outil. Et enfin, dire que le numérique doit s'accompagner du coup d'une exigence d'universalisme majeur. Sans cette exigence-là, nous aurons échoué à la fois sur le formidable outil que peut représenter le numérique et à la fois sur ce qui doit tous nous rassembler, les valeurs de la République française. Il me semble que le développement de l'outil numérique, le développement de la consultation numérique ne doit pas être vécu comme la seule façon de consulter les citoyens, mais bien comme une façon complémentaire d'aller toucher des publics qui, selon les méthodes traditionnelles de consultation, de réunion physique, ne pouvaient pas être touchés. Et c'est simplement une méthode complémentaire pour élargir le panel, pour donc rendre la plus juste possible la consultation des citoyens et non pas l'alpha et l'oméga de la consultation. Et on l'a vu, de toute façon, et c'est ce qui vient d'être dit sous une forme peut-être de conclusion, la dimension humaine est une dimension majeure, y compris dans les centres urbains dans lesquels on a fait référence à un certain nombre de nouvelles pratiques de socialisation qui se sont faites pendant la période de confinement. La seule attente des humains était de se retrouver le corps de l'autre, la chaleur de l'autre, le contact avec l'autre. Et donc c'est cette idée qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a cet humain qui est d'abord et en retour. Merci Vincent Général français. Oui, tout à fait. L'humain est au cœur de l'occupation du numérique, notamment avec ce sujet de vision numérique. Et bien sûr, on va faire avec le numérique, il y a encore plus d'années qui viennent. À l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de l'informatique quantique, le passage par le numérique est maintenant juste une étape pour aller plus loin. Mais moi, il y a une question qui m'interpelle. On est tous d'accord sur l'importance de l'outil, des outils numériques, c'est la souveraineté numérique. Et ça, c'était l'enjeu, je crois que le ministre vient au fait de cette problématique, qui sera finalement la guerre du XXIe siècle, parce que ce numérique permet aussi de collecter tellement de données. Et ces données-là, on l'a vu avec récemment un certain nombre d'applications, par exemple,
place au niveau du gouvernement, mais ça dépend aussi de cette guerre psychologique de la donnée avec les États, et de plus en plus on va rentrer dans ce formalisme qui doit être le formalisme, qui doit faire que notre pays aujourd'hui, la France et l'Europe, c'est un sujet, je pense, européen, doivent vraiment faire attention à ça, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on brasse des milliards de données tous les jours dans notre quotidien, avec nos smartphones, avec pas répéter tout ça, mais on fait circuler le virus de ces données. Et quelque part, il y a des enjeux économiques qui sont très forts et qui sont puissants, et la guerre technologique, elle est aussi là, et notre indépendance, elle dépend aussi de ces données. Donc le numérique, bien sûr, le numérique est vif, l'humain, bien sûr, mais faisons aussi attention à notre indépendance et à notre souveraineté numérique.